Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui nous allons aborder l'histoire d'une très grande nation. L'histoire d'un pays pauvre devenu riche en quelques années. L'histoire d'un pays qui s'est construit dans la douleur et dans la violence. L'histoire d'un pays travailleur et digne. L'histoire des dignes prolétaires. L'histoire de la Chine. Nous allons parler de la Chine, de 1945 aux années 1990, avec M. Diop. Merci beaucoup pour votre attention. Avant d'entrer dans l'histoire, M. Diop, qu'allez-vous nous proposer comme introduction? Avec la proclamation de la République en 1911, la page impériale de la Chine est tournée. La nouvelle période qui s'ouvre est marquée par une série de guerres civiles, de 1925 à 1937 et de 1945 à 1949, et par une volonté de construction du socialisme dans la Chine, de 1949 à 1976. À partir de 1977, son remplaçant essaie d'adopter une nouvelle politique économique axée sur la modernisation, la libéralisation et une ouverture aux pays industriels capitalistes. Que s'est-il passé en Chine de 1925 à 1949? Expliquez-nous la reprise de la guerre civile. La vie politique chinoise était dominée par deux partis. Le Kuomintang ou Parti nationaliste, dirigé par Sun Yat-sen, et ensuite par Chiang Kai-shek, et le Parti communiste chinois avec à sa tête Mao Zedong. Ces deux partis étaient en guerre civile avant même la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsque le Japon envahit la Chine, ces deux partis acceptent de taire leurs divergences pour combattre l'ennemi étranger, le Japon. Après la capitulation japonaise en 1945, la guerre civile reprend entre les deux partis et elle est doublée de guerre froide. En effet, Chiang Kai-shek est soutenu par les États-Unis et Mao reçoit celle de l'URSS. La guerre se termine par la victoire de Mao et la proclamation de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949. Chiang Kai-shek, l'allié des États-Unis, se réfugie dans l'île de Formose, en formant la Chine nationaliste ou capitaliste, actuelle Taïwan. Et que s'est-il passé en Chine de 1949 à 1976, M. Diop? Arrivé au pouvoir en 1949, Mao tenta d'instaurer une série de réformes. Sur le plan social, il s'attelle à réduire les inégalités sociales, à faire la promotion de la femme et à encourager les naissances. Car pour lui, l'importance des naissances devait combler le manque matériel. Et comme la Chine était rurale, une population jeune importante devenait un facteur de développement économique. Sur le plan économique, il pratique la collectivisation et la planification. Sur le plan politique, il procède au centralisme démocratique, à l'installation d'un gouvernement communiste et à l'élimination de tous les foyers de résistance nationaliste. Sur le plan industriel, il nationalise les entreprises étrangères, notamment celles détenues par les capitalistes. Ainsi, à partir de 1953, Mao met en place le premier plan quinquennal. Pourquoi plan quinquennal? Et parlez-nous du premier plan quinquennal de Mao. On dit plan quinquennal parce que c'est une durée de 5 ans. Le premier plan quinquennal de 1953 à 1958 donne la priorité à l'industrie lourde au détriment de l'agriculture. Ces résultats étaient satisfaisants sur le plan industriel grâce à l'aide et à l'assistance soviétique. Mais sur le plan agricole, les productions sont maigres au moment où la population augmentait de manière constante et rapide, en rapport avec l'idéologie communiste de Mao selon laquelle à chaque bouche à nourrir correspond 2 bras de travailleurs. La baisse de la production agricole installa la famine au sein de la société chinoise. Mais en 1956, les dirigeants du parti
conscient de l'impossibilité d'obtenir une loyauté sans partage des intellectuels, lance une campagne qu'on appelle la campagne des 100 fleurs. C'est quoi la campagne des 100 fleurs? La campagne des 100 fleurs était une méthode pour ces Chinois instruits de manifester tout leur mécontentement envers les décisions de Mao. C'est ainsi qu'il leur accorda la liberté d'expression, d'opinion et d'affichage. Cette liberté est suspendue la même année. À partir de 1957, Mao se lança à une politique de grands travaux pour la réalisation de routes, de chemins de fer et de barrages. L'échec de ces initiatives, marquées par la persistance des difficultés économiques, entraîne le lancement en 1958 du Grand Bond en avant. C'est quoi le Grand Bond en avant? Pourquoi dit-on Grand Bond en avant, M. Diop? Le Grand Bond en avant, il a duré 2 ans. C'est de 1958 à 1960. Il consiste à une mobilisation de toutes les potentialités pour faire de la Chine une grande puissance. Dès 1958, la Chine abandonne le modèle soviétique pour adopter le socialisme qui correspond à la réalité chinoise. Mao essaie d'adopter sa propre voie, marcher sur ses propres jambes. Les coopératives agricoles sont regroupées en communes populaires. Cependant, les résultats du Grand Bond en avant ont été décevants à cause d'une longue sécheresse et du retrait des techniciens soviétiques. En 1961, un programme de réajustement est adopté. La priorité est donnée à l'agriculture et l'industrie, un secteur d'appui pour la soutenir. Malgré toutes ces tentatives de développement, la souffrance des populations ne cesse d'augmenter et de vives tensions éclatent au sein du Parti communiste chinois. Mao est isolé et doit abandonner la tête du parti et la présidence de la République à Lin Xiaoqi. Les partisans de Mao publient en 1964 le Petit Livre Rouge, dans lequel Mao dénonce en particulier le bureaucratisme et la naissance de tendances capitalistes. Mao reprend très vite le contrôle du parti et engage la Chine dans la dramatique aventure de la grande révolution prolétarienne. Comment s'est déroulée la révolution culturelle prolétarienne? Et quelles ont été les conséquences de cette révolution? Lancée en 1966, la révolution culturelle prolétarienne est un moyen pour Mao et ses partisans de s'imposer encore sur la scène politique chinoise. Elle commence par de violentes répressions orchestrées par l'épouse de Mao, Jiang Pion, et les 3 leaders de la bande des 4, Yao, Wang, Zhang, contre certains intellectuels qu'on reproche de répandre les théories empoisonnées du capitalisme. L'armée et la jeunesse sont organisés en garde rouge pour soutenir Mao. Cette révolution culturelle est le point culminant de la lutte qui a opposé 2 tendances au sein du Parti communiste chinois. D'une part, Mao et ses partisans qui prônent l'égalitarisme, et d'autre part, Lin Xiaoqi, Deng Xiaoping qui sont pour la planification. La révolution culturelle prolétarienne est une véritable catastrophe nationale par les nombreuses pertes humaines qu'elle a provoquées, sans compter les déportations massives, les lourdes peines de prison et d'humiliation de nombreuses personnalités comme Lin Xiaoqi et Deng Xiaoping, exclus du parti et envoyés dans les camps de Kaifeng. Ainsi, Lin Xiaoqi est mort en 1969. La révolution culturelle prolétarienne, qui s'achève officiellement en 1969 lors du 9e congrès du parti, confirme la victoire de Mao et ses partisans. Mao meurt en septembre 1976, laissant derrière lui un grand empire qui a perdu tout son potentiel et sa force économique, mais respecté sur la scène internationale. Après la révolution culturelle, la situation se stabilise progressivement et la Chine commence à s'ouvrir au reste du monde en adhérant à l'ONU en 1971 pour prendre la place de Taïwan.
Parlez-nous de la Chine de 1966 aux années 90. La Chine de l'ouverture et de la modernisation. À la mort de Mao, Hua Guofeng s'impose à la tête du Parti communiste chinois. Il fait arrêter la veuve de Mao, Jiang Ping, et les 3 leaders de la bande des 4. Ils ont été accusés, jugés et condamnés. Cependant, dès 1978, Deng Xiaoping accède au pouvoir grâce à l'appui des cadres du parti, mais aussi des militaires. Conscient du retard et de la pauvreté héritée du gouvernement maoïste, il procède premièrement à la démaorisation. Il s'engage à des réformes destinées à faire de la Chine une grande puissance, jouant un rôle mondial conforme à son poids économique. La politique des 4 modernisations est lancée. Il s'agit de moderniser l'agriculture, l'industrie, la science et la technologie, ainsi que la défense nationale. Entre 1977 et 1982, l'agriculture est pratiquement décollectivisée. Les communes populaires disparaissent. Les paysans sont autorisés à disposer de leurs propres fermes et à réaliser des profits. Les secteurs industriels et commerciaux connaissent également une certaine libéralisation. L'entreprise privée est autorisée dans les industries de consommation. L'ouverture économique intérieure s'est traduite par l'interdiction du principe du capitalisme, notamment avec la politique économique socialiste du marché. L'ouverture économique extérieure s'est faite par l'appel de capitaux et de technologies, notamment japonais, américains et européens. À partir de 1978, des zones économiques spéciales sont créées pour attirer des investissements étrangers. À partir de 1993, la Chine devient le 2e pôle d'investissement mondial derrière les États-Unis. Sur le plan de la politique extérieure, la Chine entretient des relations diplomatiques avec les États-Unis, l'URSS et le Japon. À partir de 1980, elle entre au FMI et à la Banque mondiale. Sur le plan de la politique intérieure, les changements sont très limités. Le massacre de la place Tiananmen à Pékin du 3 au 4 juin 1989 contre les étudiants et certains intellectuels qui réclamaient plus de liberté montre que les libertés fondamentales sont souvent bafouées en Chine. Ce massacre a fait plus de 700 morts. Que peut-on retenir comme conclusion de l'histoire de la Chine de 1945 à 1990? De 1945 aux années 90, la Chine a changé plusieurs de ses options politiques, économiques et sociales. Ces options ont permis à la Chine de réaliser beaucoup de performances économiques, surtout à partir de 1978, qui ont fait de ce pays une grande puissance dans le tiers-monde. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire sur le plan politique, parce que le peuple réclame une 5e modernisation, la démocratie. Merci beaucoup, M. Diop, de nous avoir présenté l'histoire de la Chine. À la prochaine.